internationale. Sur les 104.5 Ban FM Monac, Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Bien la forme? Ouais, ça va. Alors, on va direct dans l'actualité internationale. Oui. Ça nous emmène où? Ça nous amène sur le front du conflit en Ukraine où, selon des fuites qui ont été révélées par le Wall Street Journal, qui est un journal américain bien entendu, il semblerait que depuis plusieurs semaines, il y aurait des discussions secrètes entre les Américains et les Russes au sujet justement de la guerre en Ukraine. Alors, le Wall Street Journal, justement, comme je le disais, rapporte que M. Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, aurait donc entretenu des conversations téléphoniques avec son homologue russe, le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolai Patrushev, ainsi que l'assistant principal de la politique étrangère du Kremlin, Yuri Ushakov. Alors donc, ce sont deux personnalités qui sont très proches de Vladimir Poutine et qui, selon le Wall Street Journal, auraient donc l'oreille du président russe. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ces discussions-là, et d'autant plus que, toujours selon un autre média, cette fois-ci britannique, The Guardian, il semblerait que les Américains voudraient pousser, en fait, ils poussent les Russes à aller à une table de négociation pour obtenir un accord de paix. Un accord de paix maintenant dont on ne connaît pas véritablement les contours. On le sait que les Américains, il y a déjà du côté du secrétaire d'État, du côté du conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, véritablement des actions en sourdine qui sont faites, et même y compris au niveau même des services de renseignement. Il semblerait que les responsables des services de renseignement russes et américains ont également des contacts dans ce sens-là. Alors donc la question est de savoir pourquoi est-ce que les Américains inciteraient les Russes à aller immédiatement à une table de négociation, quand on sait que selon ses propres Américains et selon les Occidentaux, quand on relaie les médias occidentaux, l'Ukraine serait en position de force parce que l'Ukraine, semblerait-il, va de victoire en victoire, et la victoire la plus éclatante que les Ukrainiens affichent, c'est justement avoir la reprise de la ville de Kherson, la reprise de la ville de Kherson qui est la seconde ville d'Ukraine. Et donc pour eux, évidemment, ça laisse augurer que les choses, ils ont le vent en poupe. Le matériel qu'ils reçoivent des Occidentaux est particulièrement efficace. Et donc, grâce à cela, face à l'armée russe qui a un équipement obsolète, désuet, qui est mal organisé, les Russes qui sont mal formés, mal entraînés, c'est tout bénef. Donc, selon la presse occidentale, la victoire ukrainienne, elle est assurée. Mais alors, si la victoire ukrainienne est assurée, alors pourquoi, après la reprise de Kherson, les Américains, tout d'un coup, essaient d'inciter les Russes à aller à la négociation? Et j'en veux pour preuve également, lors des échanges, on avait parlé ici, entre Joe Biden et Xi Jinping, Joe Biden a demandé à Xi Jinping de mettre la pression à Poutine pour justement mettre un terme au conflit et aller essayer de participer à une table de négociation. Alors, bien entendu, maintenant, il faut comprendre, comme je le disais, essayer de lire entre les lignes. Il faut savoir que les Russes ont changé plusieurs fois de stratégie. Alors, dans un premier temps, quand ils lancent leur conflit le 24 février dernier, il faut savoir qu'en 3 jours, en réalité, les défenses ukrainiennes étaient anéanties. Et donc, en réalité, pour les Russes, c'était en 2 semaines, c'était du tout cuit. Seulement, ils avaient commis une première erreur. Et la première erreur, c'était de sous-estimer le soutien des Occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, les Occidentaux vont financer et continuent à financer et à aider massivement l'Ukraine. Il faut savoir que les États-Unis ont dépensé près de 40 milliards de dollars en armement et plus de 15 milliards de dollars en soutien financier pour aider à l'administration ukrainienne à fonctionner. Sans oublier l'Union européenne, sans oublier chaque pays européen, sans oublier les pays occidentaux et quelques alliés qui continuent d'apporter leur contribution, soit financière, soit matérielle ou autre, à l'Ukraine pour faire face. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Russes aussi avaient un peu sous-estimé la capacité des Ukrainiens à véritablement vouloir se défendre et à vouloir se battre jusqu'au bout pour défendre leur territoire. Et donc là aussi, évidemment, ils ont donc dû s'adapter à 2 choses. La première,
c'est se rendre compte que les Ukrainiens ont du matériel qui est de plus en plus efficace, ça il ne faut pas l'avouer, puisque par exemple le ciel ukrainien dont la Russie avait obtenu la domination au cours des premières semaines, eh ben, la Russie a dû changer de stratégie. Après au départ l'envoi d'hélicoptères et d'avions de combat, puis on est passé à l'utilisation de missiles, et après être passé à l'utilisation de missiles, on passe maintenant massivement à l'utilisation de drones, ce qu'on appelle des drones kamikazes, qui sont selon toute vraisemblance de fabrication iranienne. Et donc quand on regarde la position, les Russes à chaque fois ils ont adapté leur stratégie face à la menace qu'il y avait en face. Et puis la deuxième chose, c'est que la Russie aussi a dû faire face à un certain nombre de sanctions économiques et financières qui ont dû la contraindre à, d'abord dans un premier temps, revoir leur stratégie aussi sur le plan économique. Parce que s'il faille, il faut savoir que ces puissances-là, la Russie est en train de pratiquer ce qu'on appelle une guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre dans laquelle on utilise à la fois de l'artillerie, de l'infanterie, toutes les forces parfois aériennes ou quelques forces navales, pour véritablement mettre une pression militaire sur l'adversaire. Et puis, en face de cela, il faut savoir que la guerre coûte énormément cher. Or, dans le même temps, la Russie fait face à la plus grave, la plus importante série de sanctions économiques et financières jamais imposées à un pays par les Occidentaux. Donc, à chaque fois, elle doit à la fois pouvoir pouvoir organiser son industrie pour qu'elle puisse être en capacité de fournir les armements dont l'armée aura besoin pour mener des actions opérationnelles sur le terrain, et d'un autre côté, pouvoir avoir suffisamment de moyens pour que l'économie ne s'effondre pas, pour que les populations russes n'aient pas à payer justement les effets de cette guerre-là, et pour éviter qu'il y ait une espèce de montée en puissance d'une forme de contestation qui pourrait aboutir à l'ébranlement du régime de Vladimir Poutine. Donc il faut à la fois tenir compte de ces deux réalités, la guerre à l'extérieur, une guerre très intense, qui au départ devait être selon eux une guerre courte, mais les Russes sont en train de comprendre que évidemment ça va prendre du temps, et donc ils ont totalement changé de stratégie, et donc ils sont maintenant dans la position d'une guerre longue. Et ça s'explique également par le fait qu'ils aient changé à chaque fois de stratégie, de type d'armement. Aujourd'hui, l'essentiel des armes russes qui sont en activité, c'est l'artillerie, avec des tirs des obus, c'est des tirs de missiles, et également des tirs de drones dits kamikazes. Et donc ça, évidemment, ça permet qu'est-ce que ça permet de faire à la Russie? Ça permet notamment d'essayer de saper le moral des troupes ukrainiennes, de saper le moral des soldats, et surtout essayer de, en quelque sorte, terroriser les populations, puisque en attaquant les infrastructures stratégiques telles que les centrales électriques, les centrales de distribution d'eau, les voies, les principales voies de transport, les routes, les ponts, etc. Tout ça permet à la fois, si tu veux, de mettre la pression sur l'adversaire, de rendre de plus en plus difficile ses déplacements, son organisation tactique et logistique, et donc d'essayer de fatiguer au maximum l'adversaire. Et en plus, la Russie va essayer de mettre en place un autre système qui lui est dans lequel il est particulièrement efficace, c'est la guerre en hiver. Parce que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est là où je pense que elle a fait, en se retirant en fait de Kherson, elle a fait un cadeau empoisonné à l'Ukraine, et l'Ukraine est tombée dans le panneau. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une ville aussi importante que Kherson qui tourne aux alentours de 5-6 millions d'habitants. Et donc, lorsque vous quittez, il faut savoir que les Russes ont en quelques jours déplacé plus de 30 000 hommes et des milliers de tonnes de matériel pour se positionner de l'autre côté du fleuve Dniepr, qui coupe un peu la ville de Kherson en deux, mais l'essentiel de cette partie se trouve du côté ukrainien maintenant. Et donc, c'est lorsque l'hiver va arriver, si vous demandez les populations qui sont là, sont maintenant sous votre protection. Et donc, dans une ville où ils ont pris le soin de démolir la plupart des infrastructures stratégiques, comme je l'ai dit, et deuxièmement, dans une ville dont il n'y a plus d'infrastructures telles que l'électricité, l'eau et tout ça, si vous venez récupérer cette ville, c'est à vous qu'incombe donc la responsabilité de fournir ces services-là aux populations, et en plus de leur offrir une protection. Or, et c'est là où la Russie va justement jouer, ce qui ne serait pas étonnant, c'est que durant l'hiver, qu'il y ait
un pilonnage en bonne et due forme de la ville de Kherson. Parce qu'il faut pas oublier que lorsque les Russes ont pris la ville de Kherson en mars dernier, ils avaient pris la ville sans avoir tiré le moindre coup de feu. Il faut savoir que les troupes ukrainiennes avaient abandonné la ville aux Russes. Et donc les Russes ont tout simplement fait la même chose. Ils ont également de nouveau abandonné la ville pour la laisser aux Ukrainiens. Et c'est justement dans cette espèce de piège, à mon sens, que les Ukrainiens vont tomber. Et il est clair que l'arrivée de l'hiver, ajouter à cela la capacité d'artillerie russe, vont faire énormément de dégâts aux Ukrainiens. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'hiver est extrêmement rude dans ces régions-là. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on n'a pas idée de ce que c'est qu'une température à moins 5, moins 10. Déjà, c'est énorme pour les pays qui sont en Europe occidentale. Mais les pays de l'Europe de l'Est, là-bas, les températures atteignent jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Donc, durant le mois de janvier, là, nous sommes déjà en novembre. Les premières neiges ont commencé à tomber en Ukraine, mais ce n'est pas le plus fort de l'hiver. Et donc, pour les Occidentaux, il est clair que la Russie s'est mise dans une position où elle est maintenant dans une situation de guerre défensive. Donc, elle va essayer de tenir ses positions sur un certain nombre de territoires. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a abandonné la ville de Kherson. Et donc, elle est dans cette position attentiste-là. Elle sait qu'elle a un autre allié, ou du moins, elle veut se servir d'un autre allié, qui est la météo, qui est le temps, pour pouvoir, si tu veux, saper une fois de plus, une bonne fois pour toutes, le moral des Ukrainiens, et surtout pour tuer les Occidentaux en essayant de faire durer maintenant cette guerre le plus longtemps possible. Et c'est ce justement que les Américains veulent éviter. Parce que les Américains, lorsqu'ils regardent leur situation intérieure, Joe Biden n'a plus la même liberté qu'il avait avant les élections de mi-terme. Avant les élections de mi-terme, il avait la majorité à la Chambre des représentants et la majorité au Sénat, même si c'était d'une courte tête, d'une seule voix. Même s'il a conservé cette majorité au Sénat, mais il faut savoir que la Chambre des représentants a basculé du côté des républicains, et les républicains ont déjà fait savoir qu'ils allaient mettre en place une commission d'enquête qui allait examiner toutes les dépenses effectuées par les Américains en Ukraine. Non seulement ils allaient revoir toutes les dépenses, mais ensuite ils allaient lancer aussi une série d'enquêtes concernant le président Joe Biden et notamment les relations d'affaires qu'il a avec son fils Hunter Biden. Et donc Joe Biden, il est conscient que sur le plan intérieur, ça va être plus difficile. C'est la raison pour laquelle il est parvenu à faire voter un certain nombre de budgets avant les élections de mi-terme pour, si tu veux, se mettre une petite cagnotte pour continuer à financer l'Ukraine. Mais il sait forcément qu'au cours des 2 prochaines années, il va être de plus en plus difficile pour lui de continuer à garder cette position-là de financement, de soutien militaire et financier de l'Ukraine. Or, d'un autre côté, il y a aussi d'autres menaces qui pèsent non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur leurs alliés. On a la Chine qui menace d'envahir Taïwan, allié des États-Unis. On a la Corée du Nord qui menace la Corée du Sud et le Japon, alliés des États-Unis. On a également, on l'a vu dernièrement, la Turquie qui a lancé un certain nombre d'attaques, notamment à la frontière avec la Syrie et l'Irak pour, semble-t-il, déjouer les alliés du Parti des travailleurs de Kurdistan du PKK. Et il faut savoir que certains Kurdes étaient des alliés des Américains. La Turquie aussi est alliée des Américains puisqu'elle fait partie de l'OTAN. Donc on est dans un calendrier qui est extrêmement sensible, dans lequel les Américains semblent être pris à partie de plusieurs pôles en même temps sur la planète. Et donc ils savent que pour pouvoir être plus efficaces dans le Pacifique, notamment sur le front avec la Corée du Nord et au niveau de la Chine sur le front en ce qui concerne Taïwan, il va falloir donc lâcher du lest. Il faut qu'ils aient donc la possibilité de concentrer leurs efforts vers d'autres zones de la planète où les alliés américains ont véritablement besoin de leur appui. Et donc, il va falloir trouver une solution de plus en plus rapide en ce qui concerne l'Ukraine. C'est ce qui explique que les Américains n'aient pas attendu de demander à Volodymyr Zelensky son avis sur les conditions d'une possible discussion pour négocier la paix, qu'ils ont eux-mêmes directement décidé de saisir les Russes et de commencer à voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient amener les deux parties à une table de négociation. Mais pour les Russes sont parfaitement conscients de la situation et ils savent que le temps joue en leur faveur, même si les Occidentaux ont gagné
ont obtenu des victoires sur le terrain. Certes, ce sont des batailles qu'ils ont remportées, mais la guerre est très très loin d'être remportée. Et les Russes savent que sur la durée, la chance, enfin le rapport de force, si on regarde sur la durée, est plutôt de l'autre côté. Parce que la Russie ne subit pas les effets liés à la crise énergétique. La Russie est parvenue plus ou moins à stabiliser sa monnaie, le rouble, à la suite des sanctions européennes. La Russie est en train de réorganiser son industrie, même si cela n'est pas facile, avec le fait qu'elle n'ait plus accès à la technologie occidentale, mais elle est en train de travailler notamment avec ses alliés chinois et iraniens sur comment réorganiser son industrie pour la remettre de nouveau en selle. Et donc, face à tout cela, elle sait qu'elle a pu sauver l'essentiel, même si elle sait que sur le plan industriel, il lui faudra attendre entre 2 et 3 ans pour qu'elle arrive à revenir à un niveau d'avant l'invasion et d'avant ces sanctions occidentales. Mais elle sait que d'en face, elle n'a pas une inflation à 2 chiffres. L'inflation en Russie tourne aux alentours de 4-5%, ce qui est extrêmement faible comparé à la moyenne dans l'Union européenne qui est de 10%, la moyenne aux États-Unis qui vient de dépasser les 10% pour atteindre les 11%. Donc, elle est dans une position qui est plus favorable comparativement à l'Ukraine et à ses alliés. Et donc, de ce fait, elle n'aurait pas intérêt à aller à des tables de discussion maintenant, surtout qu'il y a encore des territoires qu'elle a annexés et qui font partie du territoire russe, notamment la ville de Kherson et aux alentours de la centrale de Zaporizhia. Donc, il faudrait d'abord qu'elle récupère ces territoires-là, et lorsqu'elle sera en position de les récupérer, et lorsqu'elle aura, à mon avis, sécurisé aussi son arrière, son territoire arrière, c'est-à-dire jusqu'à la Crimée, lorsqu'elle aura véritablement sécurisé la Crimée et les villes, les autres régions qui sont entrées sous son contrôle et sous son administration, ce n'est qu'à partir de là qu'elle sera en possibilité de commencer à penser, à discuter avec les Occidentaux. Donc, ce n'est pas pour maintenant qu'il y aura des négociations de paix, mais ce qui est sûr, c'est que dans la position actuelle, la Russie est la partie qui a le moins intérêt à vouloir entamer des discussions avec les Occidentaux sur l'Ukraine. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On fait une tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.